Il y a de nouveaux détails choquants dans le meurtre de Nikki Sully McCain, une mère californienne portée disparue en 2024. Bien que son corps n'ait pas été retrouvé, les autorités du comté de Shasta ont inculpé son mari Tyler McCain pour son meurtre. Depuis plus d'une semaine, des témoins ont défilé lors d'une audience préliminaire. Le juge doit bientôt décider si l'affaire sera jugée. Nous en apprenons beaucoup plus sur ce qui se serait passé derrière les portes closes de cette maison familiale et pourquoi un témoin affirme vouloir revenir sur ses déclarations. Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime, je suis Jesse Weber. Une audience préliminaire a lieu à Redding, Californie, dans l'affaire de Tyler McCain, accusé d'avoir tué sa femme Nikki pour l'empêcher de témoigner contre lui dans une affaire de violence domestique. Depuis plusieurs jours, McCain ainsi que les proches de Nikki assistent aux audiences du comté de Shasta pour entendre les témoignages sur ce qui s'est passé avant la disparition de Nikki en mai 2024 et sur les indices trouvés lors de la recherche de cette mère de 4 enfants. Nikki a été signalée disparue juste avant qu'elle ne doive témoigner contre son mari, Tyler, au sujet de violences domestiques brutales qui l'avaient conduite à l'hôpital. Les forces de l'ordre n'ayant pas retrouvé Nikki, les charges contre Tyler ont été abandonnées. Et en août, les procureurs ont annoncé non seulement la réouverture de l'affaire de violence domestique, mais aussi l'inculpation de Tyler pour le meurtre de Nikki. Bien que les restes de Nikki n'aient pas été retrouvés, elle est présumée morte. Et au fur et à mesure que nous allons passer en revue ce qui s'est passé jour après jour lors de cette audience préliminaire, vous comprendrez la théorie des procureurs. D'après le procureur du district, c'est la première fois qu'une affaire de meurtre sans corps est jugée dans le comté de Shasta. Voici ce que le shérif a dit sur l'arrestation de Tyler. Un jour après avoir pris en charge l'affaire de disparition, les détectives ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de Nikki et Tyler. Divers objets de valeur probante ont été saisis comme preuve. Cependant, Nikki n'a pas été retrouvée. Le 25 mai 2024, le véhicule de Nikki, ce Chevy Avalanche, a été retrouvé par un citoyen près de la route 36 dans une zone proche de Platina, à la frontière des comtés de Shasta et Tehama. Les détectives et les techniciens de la police scientifique ont examiné le véhicule et trouvé des preuves matérielles indiquant une intervention criminelle. La zone où le véhicule de Nikki a été retrouvé a été fouillée de manière approfondie par les employés du bureau du shérif et nos équipes de recherche et de sauvetage. Mais encore une fois, Nikki n'a pas été retrouvée. Depuis le début de cette enquête, les détectives, les forces de l'ordre et les agences partenaires ont travaillé sans relâche pour retrouver Nikki et déterminer les circonstances entourant sa disparition. Les détectives ont délivré des mandats, mené des recherches sur le terrain et mené plusieurs entretiens. Des membres de la famille, des amis et des connaissances, tout cela en vain. Nous n'avons toujours pas retrouvé Nikki. Sur la base des preuves recueillies, des informations obtenues lors des entretiens et du fait qu'aucun membre de la famille de Nikki n'a vu ou entendu Nikki depuis sa disparition, les détectives ont déterminé que Nikki est victime d'un homicide. Les détectives ont également conclu que le mari de Nikki, Tyler Scott McCain, est responsable de la mort et de la disparition de Nikki. Les détectives ont récemment obtenu un mandat d'arrêt pour meurtre contre Tyler McCain. Aujourd'hui, vers 10h15, Tyler McCain a été arrêté. Il a été incarcéré à la prison du comté de Shasta, sans libération sous caution pour le meurtre de Nikki. Et puis, il y a eu un communiqué de presse publié à l'époque par les procureurs qui donnait plus d'informations sur la violence terrifiante que Nikki aurait subie derrière des portes closes. Un informateur confidentiel a déclaré aux enquêteurs que Tyler McCain avait avoué avoir tué Nikki le 18 mai 2024 après un incident de violence domestique. Une enquête approfondie a révélé des antécédents de violence domestique entre Tyler McCain et Nikki depuis environ 2020. Le 1er décembre 2023, Nikki a porté plainte au bureau du shérif du comté de Shasta après un incident de violence domestique avec Tyler McCain la semaine précédente. L'adjoint du shérif a contacté Nikki au centre médical Mercy où elle voulait se faire soigner. Il a constaté des blessures visibles au visage, dont des yeux au beurre noir et d'autres traumatismes. Nikki a déclaré que le 29 novembre 2023, son mari Tyler McCain l'avait agressé physiquement chez eux pendant environ 3 heures. Pendant cette période, Tyler McCain a frappé Nikki au visage, tiré ses cheveux, versé beaucoup d'eau sur elle,
attaché ses chevilles et poignets et couvert sa bouche avec du ruban adhésif. Nikki a déclaré qu'en raison des événements, elle craignait pour sa vie et pensait qu'elle allait mourir. Tyler, après son arrestation, a plaidé non coupable aux 12 chefs d'accusation, dont meurtre, séquestration, possession de munitions malgré une ordonnance et falsification. Selon KRCR, il a été détenu sans caution, mais au cours des derniers jours, c'est de cela dont nous voulons parler. Il a été à l'intérieur du palais de justice du comté de Shasta, écoutant les détails de l'affaire contre lui, pendant qu'un juge doit déterminer s'il y a suffisamment de preuves contre lui pour que l'affaire soit jugée. Avons-nous ici assez de motifs raisonnables? C'est l'objet d'une audience préliminaire. En résumé, l'audience de plus d'une semaine n'est pas finie. Je souhaite faire intervenir l'avocat Anthony Ozo. Anthony, c'est un plaisir de vous voir. Vous suivez cette affaire depuis des mois. Ancien procureur et avocat de la défense pénale, j'aimerais connaître votre avis car, malheureusement, vous avez beaucoup d'expérience en matière de violence domestique. C'est justement le cœur du sujet selon les allégations du procureur. Je souhaite revoir ce qui a été présenté jusqu'ici durant cette audience. Et pour clarifier, les caméras étaient interdites dans la salle, mais nous tenons ces infos de médias locaux comme KRCR TV. Nous avons aussi Shasta Scout, un média indépendant, et le journal Record Searchlight. Ils ont fourni des détails sur ce que les témoins avaient à dire chaque jour. Passons donc au premier jour, le 4 septembre. L'accusation a appelé son premier témoin, le détective de la police de Reading, Jeremy Kassinger, qui a déclaré que Chloé, la sœur de Nikki, avait signalé sa disparition lorsque Nikki n'a plus répondu au message. Le détective a témoigné que Chloé lui avait dit que Nikki avait fait plusieurs signalements de violence domestique, dont un où Tyler aurait pointé une arme sur elle en la menaçant de la tuer. Le témoin suivant était Larry Fultz, cousin de Tyler. Il a dit que le 20 mai, 2 jours après la dernière apparition de Nikki, Tyler est venu chez lui avec un bidon d'essence, demandant à être conduit, disant que sa voiture était en panne d'essence. Fultz a témoigné que Tyler semblait marmonner tout seul. Il pensait que Tyler était sous l'emprise de méthamphétamine et Fultz avait dit que Tyler et Nikki en avaient tous les deux consommé. Un adjoint a témoigné avoir retrouvé le Chevy Avalanche manquant de Nikki le 25 mai près de la route 36, disant, je cite, qu'il a senti une odeur de mort et vu des mouches et des moucherons autour de la benne recouverte du camion. Le camion montrait des signes d'avoir été utilisé pour transporter un corps, mais les restes de Nikki, d'ailleurs, le camion montrait des signes d'avoir été utilisé pour transporter un corps. Encore une fois, les restes de Nikki n'étaient ni à l'intérieur ni à proximité. Un autre détective a évoqué des pistes, dont le témoignage d'une personne ayant vu le camion disparu et un homme blanc à l'apparence de drogué sur une route isolée. Le détective dit que le témoin a identifié Tyler lors d'une séance d'identification. Dans l'après-midi de ce premier jour, Nikki elle-même a été entendue. Un enregistrement audio a été diffusé dans lequel Nikki décrivait cette agression brutale commise par Tyler en 2023. Alors, Anthony, c'est fini pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a marqué? On observe un comportement violent répété de Tyler envers Nikki dans cette affaire. Et donc, quand on parle de meurtre, et en particulier de meurtre lié à la violence domestique, c'est le genre de preuve sur la nature de la relation que l'accusation utilisera probablement pour prouver le mobile dans cette affaire. Et d'ailleurs, lors des audiences préliminaires en général, doivent-ils vraiment présenter autant de preuves? Ou est-ce qu'ils essaient de dire « Regardez, nous faisons plus que nécessaire pour vous montrer que cette affaire doit aller en procès ». Je pense que c'est la deuxième option, Jesse. Je ne crois pas que ce soit une obligation. La cause probable est une norme plus basse que la culpabilité ou l'innocence au-delà de tout doute raisonnable. Je pense qu'en dehors de la Californie, ces audiences préliminaires sont moins utilisées dans d'autres juridictions, mais en Californie, il y a un fort accent mis sur l'efficacité et une sorte de réticence à dévoiler leurs cartes. Vous voyez, je pense que c'est ce que fait ici le ministère public. La défense dit « Nous avons maintenant une feuille de route sur la direction prise par le ministère public. Donc, nous pouvons utiliser cela à notre avantage. » Bien sûr, comme c'est très bénéfique pour la défense, chaque fois que vous pouvez contre-interroger les témoins de l'État, cela sera un grand avantage avant d'être prêt pour un vrai procès. Passons au deuxième jour, même si 7 jours se sont déjà écoulés ici. Donc, le deuxième jour, le sergent détective du bureau du shérif, Jerry Moll, a montré des photos des blessures de Nikki après qu'elle aurait été battue par Tyler. Ce sont des images explicites de traumatismes faciaux, yeux au beurre noir, coupures et ecchymoses. 2 adjoints
ont aussi témoigné sur un contrôle routier en avril dernier après avoir vu Tyler jeter des objets par la fenêtre, selon Record Searchlight. Ils ont affirmé avoir trouvé le permis de conduire partiellement brûlé de Nikki dans le portefeuille de Tyler. Un technicien en criminalistique a témoigné pour révéler les preuves trouvées lorsque le camion de Nikki a été retrouvé. Elle a aussi signalé la forte odeur de décomposition provenant de la benne du camion. À l'intérieur, un drap blanc taché de sang et du sang séché était étalé sur la benne du camion avec des mèches de cheveux foncés. Le technicien a aussi révélé un détail choquant. En plaçant l'avalanche sur le pont élévateur, du sang s'est accumulé et a commencé à couler. Anthony, c'est horrible. Ça te montre que Nikki est morte. Mais est-ce que cela relie directement à Tyler? Eh bien, je pense qu'avec la pièce d'identité brûlée, ça peut, d'une certaine manière. Mais le point le plus important de toutes ces preuves, c'est de montrer, regardez qu'elle est effectivement morte, non? Lorsqu'on traite une affaire de meurtre et qu'on n'a pas de corps, l'accusation doit vraiment s'appuyer sur ces preuves circonstancielles pour établir qu'elle est effectivement morte. Et quand on a sa voiture avec ce qui ressemble à une scène de crime et le fait qu'elle a disparu et n'a pas été retrouvée, je pense que cela peut au moins permettre d'établir un motif raisonnable de croire qu'elle n'est plus en vie. À quel point est-il difficile de poursuivre des affaires sans corps? C'est nettement plus difficile que lorsqu'on a un corps, parce qu'au final, la défense peut toujours s'appuyer sur le fait qu'il y a un doute raisonnable. Pas de corps, doute raisonnable, n'est-ce pas? Donc, c'est une forme de défense. Et il manque le témoignage du médecin légiste habituel dans un procès pour meurtre. Donc, cela crée une position vraiment difficile pour l'accusation. Nous devons parler de ce qui s'est passé le troisième jour. D'accord. Donc, selon les rapports, Tyler était resté pratiquement immobile sur sa chaise à la table de la défense, la tête peut-être dans ses mains, ne levant les yeux que de temps en temps avant de les baisser à nouveau. Mais ensuite, au troisième jour de cette audience préliminaire, Tyler aurait eu un accès de colère. Et cela s'est produit pendant le témoignage concernant des photos qu'un témoin avait vues le long des murs de la maison familiale lors d'une perquisition. Et c'est à ce moment-là que Tyler aurait crié « C'est des conneries ». Il l'a clairement dit. C'est des conneries. Selon le Shasta Scout, il a demandé au tribunal pourquoi accrocher des photos de sa famille chez lui serait mal et a affirmé qu'il n'aurait jamais dû être arrêté. Le juge a donc fini par demander une courte pause pendant que l'avocat de Tyler s'entretenait avec lui. Anthony, qu'en penses-tu? Tu sais, lors d'une audience préliminaire, Jesse, où c'est juste un juge qui agit en tant que juge des faits, je pense que ce n'est pas aussi grave que si tu avais 12 personnes dans le box, tu sais, un jury complet qui regarde ça. Donc, évidemment, tu ne peux pas avoir Alex Bruce au tribunal, mais je pense que le niveau de préjudice pour Tyler McCain est moindre parce que c'est un juge et que le juge est censé, tu sais, agir avec logique, être neutre et ne pas agir sous le coup de l'émotion. Ouais, le contenu de l'éclat, cependant, l'idée qu'il semblait contrarié par la présentation de ces photos, il semblait, encore une fois, je ne lis pas dans les pensées, je ne suis pas psychologue, mais il semblait qu'il ne comprenait pas vraiment pourquoi c'était pertinent, non? Pourquoi est-ce mauvais qu'il y ait des photos? Tu sais qu'avoir des photos dans la maison, pourquoi est-ce que c'est utilisé par l'accusation? Pourquoi est-ce que ça devient une preuve? Je ne peux pas dire. Je ne connais pas forcément leur angle ici. Il sait sûrement que ces procédures squeeze sont publiques et vous savez, chaque fois qu'une affaire fait la une et qu'elle est évoquée lors d'une audience, il est probable qu'elle se retrouve dans les médias. Et donc, je pense que cela pourrait entraîner un certain niveau de frustration. Cependant, toute preuve présentée par l'accusation ne vise pas toujours à établir un élément constitutif. Cela sert parfois à créer un cadre familial. Et donc, cela pourrait simplement permettre au juge de mieux comprendre la nature de la relation entre Tyler McCain et Nikki McCain. D'ailleurs, cet éclat n'était pas le seul événement du troisième jour, nous devons en discuter davantage. Le troisième jour, le technicien médico-légal a à nouveau témoigné sur certaines preuves découvertes durant l'enquête. Elle a dit qu'un membre de la communauté avait trouvé des cartes de crédit partiellement brûlées au nom de Nikki et les avait données aux enquêteurs. L'accusation a montré des photos comparant les brûlures sur les cartes de crédit et le permis de conduire de Nikki. Elles semblaient identiques.
Un témoignage a aussi évoqué la fouille du garage de Janet Hayward, la mère de Tyler. Les enquêteurs disent avoir trouvé une couette blanche partiellement brûlée dans un coin du garage. Et à cause de la suie trouvée au plafond et de quelques toiles d'araignée brûlées, les techniciens ont déterminé que quelque chose avait été brûlé à l'intérieur du garage assez récemment. Et Anthony, si tu ajoutes à cela le témoignage concernant le bidon d'essence, tu peux trouver le corps, les restes, d'autres preuves de brûlure. Je crois que les procureurs arrivent à une conclusion ici. Bien sûr. Je pense qu'il s'appuie vraiment sur des preuves circonstancielles, surtout sans corps, sans scène de crime direct, en construisant ces éléments pour créer une image plus large selon laquelle il y aurait eu une incinération possible pour se débarrasser de Nikki McCain. Donc, le 4e jour a apporté de nouvelles informations sur la façon dont le camion de Nikki a été abandonné, ainsi que des révélations sur une liaison qu'elle aurait apparemment eue. Un homme nommé Justin Karen, aussi appelé Toutal, vivait dans une caravane sur ou près de la propriété des McCain. Et il aurait été avec Tyler lorsque Tyler a déplacé l'avalanche vers la zone rurale où elle a été abandonnée. Karen a dit qu'il avait demandé à Tyler si le camion et quelque chose à l'intérieur devaient disparaître, ce à quoi Karen affirme que Tyler a répondu oui. Lors de la session de l'après-midi du 4e jour, le tribunal a entendu Louis Barajas. Il a dit avoir rencontré Nikki en travaillant dans un magasin de téléphone et leur relation est devenue romantique. Il a dit que Nikki lui avait dit qu'elle était en train de divorcer. Il a aussi déclaré que Nikki était venue chez lui après avoir été battue et torturée par Tyler lors de cet épisode de violence domestique. Anthony, passons à ceci. Pourquoi la liaison, la séparation ici, cette liaison apparente, pourquoi est-ce un témoignage important? C'est le mobile, Jesse. C'est en quelque sorte la raison, l'aboutissement de toute cette violence qui a précédé et potentiellement la prise de conscience de ce fait et ce qui a poussé Tyler McCain à tuer Nikki McCain. C'est une arme à double tranchant car cela permet à la défense d'invoquer la passion soudaine. Mais je pense que si on analyse vraiment le témoignage de ce témoin, lui aussi parle du comportement violent répétitif de Tyler envers Nikki, ce qui établirait qu'il n'agissait pas sous le coup de la passion lorsqu'il a commis ce crime. Oui. Et d'ailleurs, juste pour être clair sur un point de droit, il est aussi un bon témoin pour corroborer la violence présumée qu'elle a subie, la violence domestique. Mais c'est une affaire délicate, j'imagine, pour les avocats de la défense, parce que pour les procureurs, ils voudraient présenter des preuves de violence domestique et ils voudraient présenter des preuves que Nikki était sur le point de témoigner contre Tyler, n'est-ce pas? Mais où est-ce que ça franchit la limite? Si on présente trop de preuves de violence domestique, cela peut devenir excessivement préjudiciable pour l'accusé. Ou bien cela ne s'applique-t-il pas ici parce que la violence domestique est tellement liée au mobile dans cette affaire? La seconde option, Jesse, je pense que lorsqu'on examine un homicide entre mari et femme, toute forme de violence antérieure sera très pertinente et passera n'importe quel test d'équilibre en ce qui concerne le préjudice. C'est préjudiciable, je pense, mais ce n'est pas excessivement préjudiciable. Donc c'est ce que... Le 5e jour, Barajas a poursuivi son témoignage et déclaré qu'il avait eu des rapports intimes avec Nikki la nuit du 17 mai 2024, dernière fois qu'il l'a vue. Il s'envoyait des messages, puis s'appelait jusqu'au matin du 18 mai. Mais ensuite, la partie de la conversation de Nikki s'est brusquement arrêtée. Maintenant, dans un rebondissement, la défense a évoqué des messages entre eux deux qui semblaient jeter le soupçon sur Barajas. Récemment, ils se disputaient dans leur communication. Selon le Shasta Scout, Nikki avait été raccompagnée par Justin Karen. Et par message, Barajas l'aurait accusé d'avoir couché avec Karen, disant des choses comme qu'il allait déchaîner tout son mal contre elle et qu'elle allait payer. Il a aussi dit que Nikki pensait parfois sentir des esprits près d'elle. Il a dit qu'il espérait que ce qui rôdait chez elle l'attrape. Maintenant, Barajas a dit au tribunal que ces messages venaient d'un sentiment d'insécurité et qu'ils n'avaient rien à voir avec sa relation avec quelqu'un d'autre. Anthony, un problème. Certainement un problème. Cela crée certainement un autre suspect sur lequel la défense peut rejeter la faute dans cette affaire, surtout quand il n'y a pas de corps.
C'est un autre type de complication que la défense peut introduire dans la chaîne de l'accusation pour essayer de les déstabiliser ou amener le jury à conclure qu'il existe un doute raisonnable. Donc c'est clairement un problème. Et je pense qu'il sera vraiment important pour l'État d'utiliser ses preuves médico-légales pour essayer de relier les choses à Tyler McCain. Et à ce sujet, une experte en acide désoxyribonucléique du ministère de la Justice a témoigné sur le sang retrouvé sur un drap dans la benne du camion. Son analyse a montré que le sang sur ce drap et dans la benne du camion appartenait à Nikki. Et elle a pu arriver à cette conclusion grâce à l'acide désoxyribonucléique de parenté. Elle a comparé le sang à l'acide désoxyribonucléique de la fille de Nikki et Tyler. Mais elle a également témoigné que le sang et d'autres fluides sur le drap montrent, je cite, un très fort soutien pour l'inclusion de Tyler. Qu'en pensez-vous? C'est un élément clé pour l'accusation. C'est cette preuve qui va à l'encontre de toute théorie de la défense selon laquelle c'était Barras ou que Tyler n'était pas impliqué. Je pense que si on ajoute à cela l'évaluation de l'examinateur, ils ont senti une odeur de décomposition. Ce sont d'excellents éléments sur lesquels l'accusation peut s'appuyer pour établir qu'elle a effectivement été assassinée et que Tyler a participé non seulement au meurtre lui-même, mais aussi à la dissimulation du corps. C'est ça. Au fait, KRCR rapporte que la mère de Tyler, Jeannette, a également témoigné le 5e jour, mais n'a vraiment pas fourni beaucoup d'informations. Ils ont essentiellement dit qu'elle ne se souvenait pas de beaucoup de détails. Mais ensuite, on passe au 6e jour. Donc le 6e jour a apporté un témoignage choquant d'un seul témoin. Tu te souviens plus tôt quand j'ai mentionné qu'un informateur confidentiel avait dit aux enquêteurs que Tyler avait avoué avoir tué Nikki? L'informateur a avoué avoir tout inventé. Voilà ce que nous savons. D'après les rapports du Record Searchlight, l'informateur est un homme nommé Franz Nelson. Il aurait vécu un temps sur la propriété des McCain. Alors, les procureurs ont montré une interview que les adjoints du comté de Shasta avaient enregistrée de Nelson, qui à l'époque était en prison pour une affaire sans rapport. Dans la vidéo, Nelson a dit que Tyler lui avait raconté que lui et Nikki se chamaillaient sur le lit avant de s'endormir. Il a dit que Tyler lui avait raconté avoir vu du vomi en se réveillant, tenté un massage cardiaque à Nikki et que Tyler pleurait en disant qu'il l'avait sûrement tué. Selon Record Searchlight, Nelson a dit dans la vidéo qu'il utiliserait un enregistreur pour tenter d'obtenir les aveux de Tyler. Le sort de cet enregistrement, s'il a existé, reste flou. Mais ensuite, Nelson a déclaré au tribunal qu'il avait tout inventé. Oui, il a admis que les forces de l'ordre lui avaient dit qu'il sortirait de prison s'il coopérait avec eux. Il a témoigné qu'il avait dit beaucoup de choses fausses aux détectives. Record Searchlight a rapporté que Nelson a déclaré « Je voulais éviter la prison, alors j'ai tout inventé. Je n'étais pas prêt à y retourner. » Ah, mais je disais tout pour sortir de prison à ce moment-là. Vous avez déjà été derrière les barreaux? Vous dites Fred tout pour en sortir? C'est ma 5e peine de prison, Anthony. Comment les procureurs ont-ils pu rater ça? Voulaient-ils qu'ils témoignent? Que se passe-t-il? Non, je ne pense pas. Je veux dire, au final, les témoignages en direct, il se passe des choses pendant le procès et aussi pendant les audiences. Et donc, l'accusation a la responsabilité éthique de simplement demander à ses témoins de dire la vérité. Je pense que c'est sans doute un avantage pour l'accusation d'avoir cette audience préliminaire. Que vont dire les témoins? Engageons-les sur le procès verbal pour qu'ils aient une bonne idée. Franz Nelson n'est peut-être pas leur témoin le plus solide pour leur dossier, mais je ne pense pas qu'un aveu soit nécessaire dans une affaire comme celle-ci, même si cela aurait certainement été utile. Oui, je voulais te demander si ce revirement influence la décision sur l'existence de motifs raisonnables pour poursuivre Tyler à l'audience préliminaire. Je ne pense pas, parce que je crois qu'ils ont suffisamment de preuves, grâce à d'autres témoins, pour établir qu'il y a des motifs raisonnables. Je pense que cela complique le témoignage de ce témoin lors d'un vrai procès, cependant. Il y a les deux versions différentes, Barpixia, de ce qui s'est passé. Très rapidement, avant de passer au 7e jour, le dernier jour dont nous allons parler, comment serait-il même possible qu'il soit autorisé à témoigner de ce que Tyler lui a dit? N'est-ce pas un témoignage indirect? Non, ce n'est pas un témoignage indirect. Il y a cependant de nombreuses exceptions à cette règle. Ainsi, une déclaration de la partie adverse n'est pas un témoignage indirect et reste recevable au tribunal. Prenons l'exemple de Californie contre Tyler McCain. Tout ce qu'il dit peut être retenu contre lui.
Voilà, d'accord, jour 7. Le 7e jour a apporté, selon moi, certaines des preuves les plus troublantes de cette longue audience préliminaire. Des images inédites de la caméra Ring qui montraient Tyler, ou prétendument Tyler, devant une porte en train de crier sur sa femme. D'après le Record Searchlight, Tyler a crié « Ouvre cette putain de porte !» et une personne à l'intérieur, probablement Nikki, a répondu « Non !» Si tu n'ouvres pas la porte maintenant, je te jure que je vais te tuer, putain. Un peu plus tard dans la vidéo, il dit « Ouvre cette putain de porte, je vais tuer tout le monde dans cette putain de maison. » Je jure que toute la famille va mourir. Et puis plus tard, je suis calme maintenant. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. C'est effrayant, même sans le voir. Rien qu'en le disant, on comprend de quoi il s'agit. Cette vidéo a apparemment été prise chez la sœur de Nikki, Chloe Saley. La date à laquelle elle a été enregistrée n'est pas claire, mais selon le détective qui a témoigné à propos de la vidéo, Nikki avait emménagé chez Chloe pendant un certain temps, lors d'une période très difficile dans leur mariage. Cela est arrivé plusieurs années avant la disparition et la mort de Nikki. Au fait, Record Searchlight rapporte que Chloe a actuellement la garde des 4 enfants que Nikki a eus avec Tyler. Des ordonnances de protection interdisent à Tyler de contacter ses enfants et la famille de sa femme. Anthony, c'est vraiment troublant. Comment cela peut-il être admis comme preuve si c'est partiellement éloigné des événements en question? Je pense que cela revient à être une preuve de la nature de la relation. Et donc, très souvent, en vertu de la loi sur l'homicide, cela permet à cette preuve d'être réintroduite. La plupart du temps, il faudra rattacher cela à... La question est de savoir si la plaignante Nikki était consciente de ses actes. Mais encore une fois, je pense que même si vous ne pouviez pas, cela montre simplement le genre de comportement violent de Tyler envers Nikki, ce qui sera pertinent dans ce type de procès. Il ne peut nier que c'est sa voix si l'enregistrement est authentique, non? Que diraient les avocats de la défense? Oui, il était en colère. Qui ne l'a pas été? Cela ne fait pas de lui un meurtrier. On pourrait dire ça, mais je pense qu'il y a d'autres preuves et d'autres actes violents que l'accusation utilise justement pour contrer cet argument. Oui, la défense doit sûrement l'expliquer ainsi. Beaucoup est en jeu. Il risque la prison à vie sans libération conditionnelle s'il est reconnu coupable de meurtre. Nous verrons comment l'affaire évoluera. Merci beaucoup, Anthony Ozo, d'avoir pris le temps. Je vous suis vraiment reconnaissant. Merci de m'avoir invité. Ravi de vous voir. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.